Les bonnes nouvelles by Delville Management, soyez les bienvenus. Nouvelle forme de travail, nouvelles technologies, nouveaux usages, prise de conscience que nous avons perdu tout un pan de notre industrie et prise de conscience aussi de comprendre que ce que nous produisons, bien, ce sont des produits de qualité, prise de conscience également qu'il faut peut-être acheter un tout petit peu plus du Made in France, c'est bon pour nos emplois. Enfin, les technologies nous permettent et nous permettront aussi de choisir des lieux de vie plus conformes à nos attentes. Bienvenue dans un monde industriel 4.0. Bonjour Irène Lopez. Bonjour Michel. Qu'est-ce qui change dans ce monde ? Tout. Ah bah. Tout, presque. Alors, ce n'est pas une révolution, je vais plutôt dire que c'est une évolution, parce qu'il y en a, on connaît déjà certains changements, mais l'arrivée de la 5G, qui va tout accélérer, la robotisation, l'Internet des objets, on connaît déjà, l'impression 3D aussi, mais la télémédecine, ces consultations à distance, les big data forcément, et puis l'exode des habitants des grandes villes vers des villes de taille moyenne, et tout ça dans le respect de l'environnement. Ouais. C'est fabuleux, non ? Je vous brosse quand même un monde qui fait envie. Ah oui, qui fait envie, mais il y a beaucoup de changements en vue, et c'est ça qui inquiète un peu. Patrick Abadi, bonjour. Bonjour Michel. Président de Delville Management. Est-ce que vous constatez, vous, dans ce monde, que l'entreprise change ? Mais je vous dis ça par rapport aux missions de vos managers de transition. Est-ce qu'il y a de nouvelles demandes, de nouvelles adaptations, du fait qu'on est en train de rentrer dans l'industrie 4.0 avec tout ce flot et ce lot, plutôt, parce que flot, c'est plus relatif, de technologies nouvelles. Alors l'industrie 4.0, comme le disait Irène, mais comme la 5G, on estime qu'il va y avoir 10% d'augmentation du PIB. Ah oui. 10% d'augmentation du PIB. C'est une bonne nouvelle. Phénoménal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il faut se le redire. Maintenant, l'impact sur les missions de management de transition, il y en a un qui est évident. C'est toute la transformation digitale d'une part. Et puis, nous, on fait la moitié de nos missions dans le monde industriel. Et là, on se rend compte qu'il y a énormément de projets sur l'industrie du futur. Et donc, nous, on accompagne ces clients-là avec des directions industrielles, avec des directions d'usines, avec des directions de programmes industriels, des directions de projets, de mise en place de cette industrie 4.0. Mais vous le dites, Patrick, industrie 4.0, industrie du futur, c'est pas un peu fumeux quand même ? Ah ouais, j'allais dire, on se la pète avec l'industrie 4.0. Un petit peu, non ? Ou pas ? Alors, non, je pense que c'est vraiment pas fumeux. Non. Il suffit de visiter une usine qui existe depuis 70 ans, qui fait de l'emboutissage, et vous visitez la dernière usine de Tesla, et là, vous vous rendez compte de la différence qu'il y a entre l'industrie d'avant et l'industrie du futur. Donc non, c'est pas. On pourrait y aller ensemble. Ce n'est pas une blague. Non. Voilà. Un prospectiviste, notamment parce qu'il ne fait pas que ça, Gilles Babinet nous expliquait qu'avec l'industrie 4.0, il était possible dans nos territoires demain de créer de plus petites unités, c'est-à-dire de petites usines qui étaient contrôlées souvent à distance, qui créent de l'emploi, mais de l'emploi à forte valeur ajoutée, et qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher d'avoir des petites usines et d'avoir un maillage plutôt que d'avoir une grosse usine qui travaille sur le plan européen. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais si ce n'est que si aujourd'hui on les fait, on n'a pas les moyens, ça coûte cher, mais que demain, avec notamment la 5G, on va pouvoir piloter à distance ces unités, on va pouvoir être compétitif. Et moi, je trouve que c'est bon pour les territoires. Le contraire de la révolution industrielle, alors, où on massait effectivement des collaborateurs, des ouvriers dans des usines. Patrick, j'ai un exemple là-dessus, je me permets. Bien sûr, on est là pour ça. Michel. Et bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On parle de réindustrialisation de la France. Pour ça, moi, j'ai deux exemples parmi deux de nos clients qui viennent faire des usines de jeans. On va refaire des jeans, des pantalons, des jeans en France. Sauf qu'au lieu d'embaucher 500 personnes ou 5000 personnes, on va mettre 2, 3, 4 machines, ce sont des machines indiennes, très performantes. Là, on est dans l'industrie 4.0. Et puis à côté, on va mettre 50 personnes dans l'usine, simplement. Et on va sortir le même nombre de jeans. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'emploi, parce que ça emploie 50 personnes, là où ça en employé 500. Non. Là où il y a le plus de robots dans le monde, c'est là où l'emploi, où le chômage est le plus bas. Il faut l'avoir en tête. Ouais. Michel, je vous laisse la parole. Non, ça me faisait penser quand même que le jean, c'est quand même la toile de Nîmes. C'est français quand même, ça vient de Nîmes. Évidemment. Et que c'est bien que ça revienne, bravo. Et commercialisé depuis le port de Gênes, d'où le nom de jean, non ? Non. C'est pas ça l'histoire. De Nîmes, ça j'en suis sûr. Et après pour le reste, non, c'est plutôt parti très vite aux États-Unis cette affaire-là. On y est maintenant, Patrick, dans cette accélération. Là, vous venez de nous donner un exemple d'un de vos clients. C'est en marche ce mouvement, cette accélération des process, des technologies, des produits, de leur distribution, ces nouveaux métiers qu'on ne connaît pas d'ailleurs, mais qu'il va bien falloir former pour demain.
Alors, on commence à les connaître. C'est-à-dire que si vous allez chez des Darty ou des boulangers et vous ouvrez votre frigo, vous apercevez qu'il y a des détecteurs de yaourt, que le détecteur de yaourt se rend compte que dans le frigo, il n'y a plus de yaourt et lance la commande directement à votre fournisseur. Donc, on y est déjà. Et l'industrie 4.0, c'est exactement la même chose avec des capteurs à tous les étages de la production qui vous permettent, un, que les stocks d'approvisionnement soient au complet, deux, d'automatiser la maintenance d'une machine, une machine-outil qui forge par exemple des pièces de métal, c'est exactement comme votre voiture. Il y a un moment donné où tous les 10 000, tous les 20 000, tous les 50 000, il faut une petite révision. Ouais. Et bien là, vous avez mis des capteurs dans la machine qui fait que ces révisions se font toutes seules. C'est extraordinaire. On va gagner en qualité, en rapidité. On va gagner en tout, on va gagner aussi en productivité. Ouais. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Je ne vais rien vous cacher, c'était une question que je devais vous poser, mais je vais la proposer à Irène. C'est sur ce, j'ai envie de dire, sur ce lien social là aussi. C'est bien beau d'avoir beaucoup de techno. Tout à fait. Mais cette transformation, elle va aussi avoir un impact positif sur l'humain. Parce que non seulement on va travailler différemment, avec des procédés plus intelligents, mais dans l'économie, eh ben on va quitter peut-être les grandes villes et on va s'installer à la campagne. Vous parliez de petites unités, on va refaire un maillage dans ce territoire. Ouais. Mais les changements font peur, hein, on ne va pas se leurrer, hein. Patrick fait peur. Est-ce qu'une révolution comme celle qu'on annonce là aujourd'hui, parce qu'on la regarde avec le sourire, les gens vont dire ben non, ça va détruire des emplois, ben non, ça va polluer. Non, a priori, tout ça c'est calculé, si j'ose dire, c'est un peu plus intelligent que ce qu'on a tendance à dire. Mais est-ce que cela peut fonctionner sans l'adhésion des salariés, des managers, des actionnaires, des clients? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque de rejet en masse? Enfin, en même temps, on a dit ça quand la radio est arrivée, ça allait tuer la presse. Quand la télé est arrivée, ça tuait la radio. Enfin bon, est-ce qu'il y a eu un rejet en masse lorsqu'on est passé du cheval au tracteur dans les champs? Non, et pourtant être derrière le cheval en train de labourer un champ qui faisait 30 hectares, c'est un travail qui est épuisant. Et heureusement qu'il y a des tracteurs pour le faire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas freiner le progrès. Au contraire, il faut l'accélérer. Et ce progrès-là, c'est nos richesses de demain. C'est ce qui nous permet d'avoir des beaux jobs, de rester parmi les leaders occidentaux, des leaders mondiaux. Et c'est ce qui permet aussi de créer des richesses qui, derrière, vont ouvrir à des petits jobs. Et puis les avantages aussi. Les avantages. Si les managers de transition ou pas mettent en lumière tous les avantages que va procurer l'industrie 4.0, un meilleur cadre de vie. On a dit qu'ils allaient pouvoir maintenant aller à la campagne. Et travailler. Qui ne signe pas pour ça des retombées économiques dans les territoires? Qui ne signe pas pour ça aujourd'hui? Oui, non, c'est clair. Exactement. C'est clair. Et puis de toute façon, il ne faut pas se leurrer. La techno va passer d'une manière ou d'une autre. Donc autant essayer d'en tirer le meilleur profit et puis surtout peut-être d'avoir le coup d'avance pour se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain. Avec ces technologies. Et ces technologies, on a pris l'exemple de la 5G, c'est maintenant, ça se déploie en ce moment. Donc c'est une affaire de mois, cette affaire-là. De mois, et puis alors, il n'y a pas que ça, des nouveaux emplois. Et des nouveaux emplois, bien sûr. Quels sont par exemple les nouveaux emplois, Patrick, qui vont arriver? Vous avez réfléchi, parce que ça c'est... Est-ce qu'on a réfléchi à tout ça, les nouveaux emplois? Eh bien pas forcément, vous avez raison. On parle de responsable de l'usine du futur, on n'a même pas trouvé de nom pour ça. Ouais, ce qui m'étonne pas, c'est trop récent. L'industrie 4.0, ça a, le concept doit avoir une vingtaine d'années. Réellement, ça a une dizaine d'années. Les industriels commencent à mettre les moyens pour se mettre à l'industrie 4.0. Donc de là, aujourd'hui, à trouver le nom du futur directeur de l'usine 4.0, je pense que c'est... On n'a pas trouvé le titre. Non, en management de transition, on n'a pas trouvé le titre. On va trouver. Manager de transition de l'usine 4.0. Bon, voilà. Le chief. Le chief. Pour terminer, Patrick, on aime bien voir le verre à moitié plein dans ce rendez-vous. Quelles leçons tirer finalement de cette transformation accélérée? Et peut-être quels conseils on pourrait donner pour essayer d'être dans le coup et de ne pas rater le train? Pour nos managers de transition, je pense que ce que disait Irène, de pouvoir travailler de là où on veut en France, de pouvoir travailler sur des entités de production qui sont locales,
de pouvoir recréer de l'emploi localement. Il y a des villages entiers aujourd'hui à vendre ou à louer. Hein. Vous allez en région, il y a certaines régions, c'est triste. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir rouvrir ces commerces. Moi, je le crois, j'ai une vraie conviction là-dessus. Voilà. Après, quel impact sur les modes de management ? On reviendra. Le télétravail, le travail, c'est ça, le travail à distance, le management à distance, ça me paraît une évidence. C'est clair. Merci beaucoup, Patrick Abadie. Merci, Irène Lopez. Merci, Michel. On se retrouve prochainement pour un nouveau podcast.